c'est pas un procédé. Je n'imagine jamais que ce que je peux entrevoir. Non, c'est vraiment... Non, c'est pas un procédé. Je pense sincèrement que qu'on a plus de chances de finir comme ça qu'autrement. Mais bon, j'espère quand même que j'ai déjà tort et que j'aurai tort, bien sûr. Évidemment. Et pour le moment, moi je vois absolument rien de positif ni d'encourageant. Voilà. C'est intéressant tout ça. Mais non, c'est intéressant dans cette vision-là et en même temps dans l'espoir qu'elle porte quelque part. Tu voulais réagir, Jean-Marc? On parle de l'espoir qu'elle porte. Là, je trouve ça extrêmement pessimiste, mais bon, je te rejoins un peu dans ta vision des choses. Je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, il est trop tard. Mais je pense pas que l'écologie sert à rien, en fait. Voilà, nous avons des cordes qui sont à disposition. Et moi, si j'entrevois une solution, peut-être le déclenchement de quelque chose dans l'écologie, ça s'orienterait carrément vers la guérilla et le terrorisme. On est dans Greenpeace puissance 4, quoi. Je veux dire, on ne se contente pas d'arraisonner le bateau qui va faire des forages en Arctique, on le fait sauter, quoi. Bon bah voilà, c'est fait. Hein, vous avez bien fait ça. Au lieu de passer 30 ans en prison, parce qu'ils sont mal barrés, là, les militants de Greenpeace. Donc, mais on pourra peut-être aborder la question, j'ai aussi écrit un bouquin sur le sujet. Exactement. Philippe Squarzoni, êtes-vous aussi si pessimiste? Parlez-nous un petit peu de votre bande dessinée, ce qui a présidé à enfin tout le moins l'idée de base, et vous parlez d'alternatives, vous esquissez des choses. Oui, moi je trouve que c'est un peu difficile de se définir sur la question de pessimiste ou optimiste. On m'a par exemple beaucoup reproché que ma BD soit un peu pessimiste, mais je trouve que ça donne l'impression que tel jour on était de mauvaise humeur, donc on a fait une conclusion qui était un peu pessimiste. Il ne s'agit pas vraiment de ça, il s'agit de savoir si on peut encore s'en sortir, s'il est trop tard ou pas, et de quelle façon. Par rapport à ce que vous me demandiez sur ma bande dessinée, moi j'étais pas spécialiste des questions d'environnement. Dans un précédent travail, j'ai été amené à me pencher sur le bilan écologique du gouvernement Chirac, et la plupart des choses qu'ils avaient faites, ou plutôt la plupart des choses qu'ils n'avaient pas faites, concernaient le réchauffement climatique. Donc j'ai décidé de fouiller un peu plus ce qu'était cette question du réchauffement climatique. J'ai découvert la nature de la crise, sa gravité, l'ampleur de ce qu'il faudra mettre en place pour échapper aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Et l'inquiétude que ça a généré chez moi a formé la matière de cet ouvrage, Saison brune, sur laquelle j'ai passé 6 ans et qui est une bande dessinée qui essaye de comprendre et de redire la nature du changement climatique, d'où viennent nos émissions, quelles seront les conséquences prévisibles dans les décennies à venir, et puis en fin d'ouvrage, quelles sont les alternatives possibles, les alternatives qui sont des impasses et les alternatives qui permettraient d'échapper aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Je dis aux conséquences les plus graves du réchauffement parce qu'une partie des conséquences, on les a déjà signées, et dans les décennies qui viennent, on devra s'adapter et en même temps réduire nos émissions. Donc, à mon sens, il existe une porte de sortie qui nous permet de réduire fortement nos émissions et d'échapper aux conséquences les plus graves. Ça ne veut pas dire que parce que cette porte de sortie existe, on va la saisir, et cette porte se referme chaque jour un peu plus, et on ne va pas du tout vers cette direction-là. Très rapidement, cette porte consisterait à réduire massivement nos consommations d'énergie à base d'efficacité énergétique, de sobriété, de contraintes, de responsabilité personnelle, et puis de changement de source de nos émissions. C'est le scénario de la Fondation Négawatt, qui est animé par des physiciens, des ingénieurs en énergie, et qui ont fait un scénario visant à faire chuter nos émissions de gaz carbonique avec les moyens que je décrivais, en se basant uniquement sur des technologies qui existent aujourd'hui. C'est pas de la science-fiction, c'est pas si la science pouvait nous apporter demain la solution, c'est avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est un scénario qui consiste à réduire massivement nos consommations d'énergie à service rendu égal. Et avec ce scénario-là, ils alimentent la France en énergie heure par heure sur les 50 prochaines années, et ils divisent par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Et d'autres fondations en Europe ont fait des scénarios équivalents en Angleterre, en
l'Allemagne, donc c'est possible. Cela dit, ça ne va pas du tout dans le sens des politiques économiques actuelles, du productivisme énergétique, etc. Donc c'est pas parce que c'est possible qu'on va le faire. Et l'autre solution, excuse-moi de t'interrompre, c'est la décroissance. Pas tout à fait en parler, mais... La décroissance, moi je me retrouve pas trop dans les théories de la décroissance qui me semblent vaseuses, pas forcément toujours très solides. C'est une galaxie qui n'est pas homogène, et les gens disent pas les mêmes choses, etc. Et en plus c'est un mot qui fait peur, on parle d'un mot obus, moi je parle plutôt d'un plus tard mais pour revenir sur la question du totalitarisme écologique, moi c'est pas ça qui me fait peur. Moi je trouve que le danger c'est le réchauffement climatique et notre inaction. Et ce que deviendra notre inaction dans les décennies à venir, je pense pas que ce sera... C'est une super matière le totalitarisme écologique. On peut faire des livres de fiction, on peut décrire les tendances actuelles en les exagérant, mais ces gens-là représentent rien du tout politiquement aujourd'hui. Et à mon sens, quand les conséquences du réchauffement climatique se feront sentir de façon sensible dans nos sociétés, et qu'on réagira politiquement, on ne se tournera pas vers le discours des totalitaristes écologiques. Ils resteront marginaux comme ils le sont aujourd'hui. Par contre, les partis qui sont au pouvoir, l'oligarchie qui est au pouvoir s'emparera de ces thèmes-là, trop tard, dans l'urgence, mal, de façon non démocratique, et c'est ce qu'ils feront de la contrainte écologique qui est inquiétante. Ce que feront le Parti Socialiste, l'UMP ou le Front National, des exigences écologiques dans la précipitation, sans démocratie, avec l'idée d'une croissance verte, ça c'est inquiétant. Comme le dit Harvey Kempf, la croissance verte, ça pourrait très bien devenir les éoliennes, le nucléaire et la matraque. Le nucléaire et l'absence de démocratie, on connaît déjà. On y rajoute un peu d'éoliennes et on va dans le mur. Bien. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de notions, évidemment, qui sont abordées les uns avec les autres. On parle quand même à chaque fois, vous avez vu, du lien entre il y a une situation et il y a les réactions politiques, et c'est intéressant qu'on ait Yannick Rumpala là-dessus. Simplement, quels sont les liens aujourd'hui pour vous, et est-ce que la politique s'occupe véritablement d'écologie? Vaste question, enfin je dirais que c'est compliqué parce que ce qui me pose problème dans la discussion, c'est la définition des termes. On est parti sur des termes qui sont quand même pas toujours bien définis et utilisés de manière un peu cavalière. Et typiquement sur cette notion de totalitarisme écologique qui me pose vraiment des gros problèmes conceptuels. Totalitarisme qui sous-entendrait, si on reprend la notion, c'est plutôt un acteur central qui mettrait en place des politiques contraignantes. Et on n'en est pas là. Et je vois mal actuellement le type d'acteur qui porte ce type de position. Alors certes, on peut trouver des extrémistes dans une littérature très très marginale qui défend ce type de position, mais pas dans ces termes-là et pas avec ces connotations-là. Moi, ce qui m'a posé problème dans la discussion qu'on a commencé à engager, c'est le fait de ne pas repérer justement des acteurs. On a parlé de on a dit l'homme, et ce qui est important, moi je suis politiste, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment repérer des acteurs et repérer des assemblages institutionnels. Voilà. La difficulté de gérer la situation qui est la nôtre dépend aussi d'un système qui s'est installé à partir d'acteurs qui ont fait des choix. Il y a des choix collectifs qui se sont mis en place. La question aujourd'hui, c'est de déconstruire ces choix ou de les repenser. Donc on a évoqué effectivement quelques scénarios envisageables. Donc celui de Négawatt. Négawatt, pour préciser un petit peu la stratégie, c'est une ambition en 3 étapes. Une première qui serait celle de la sobriété, c'est-à-dire effectivement ne pas consommer. L'énergie la moins polluante, c'est une énergie qu'on ne consomme pas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape serait ce qu'ils appellent l'efficacité énergétique. Donc effectivement, les dispositifs qu'on met en œuvre seraient rendus plus efficaces. Alors, là aussi, sur les éoliennes, c'est très compliqué. Il y a plusieurs manières d'utiliser les énergies alternatives. Il y a effectivement les grosses manières centralisées. Donc le type de parc que vous voyez s'installer, qui est plutôt encore une espèce de séquelle des modes de fonctionnement centralisés, donc les parcs à éoliennes. Mais il y a tout un tas de technologies qui sont en train de se développer, qui sont très intéressantes, qui sont des manières justement d'individualiser la production énergétique. Donc on connaît tous les éoliennes à axes verticaux. Il y a des recherches qui se font... Qu'est-ce que j'ai dit verticaux? Non, c'est des axes horizontaux. Donc, pour l'instant, la majorité des éoliennes sont sur des axes horizontaux. On est en train de réfléchir sur des nouveaux designs avec des éoliennes à axes verticaux qui permettent d'envisager des formes de production énergétique individuelle. Donc là, pour le coup, et c'est l'aspect de mes recherches récentes, ça change la donne. Donc plutôt que de devoir passer par des productions centralisées et massives, on pourrait envisager, si ces recherches sont poursuivies, que cette production devienne davantage décentralisée. Donc on a une petite maison et on peut éventuellement installer ce type d'équipement qui rend envisageable une moindre dépendance par rapport à des productions centralisées. Alors bien sûr, ça supposerait que davantage de recherche soit investie dans ce type d'équipement. Ce qui n'a pas été le cas. Dans le cas français, effectivement,
la majorité des recherches qui ont été faites en matière énergétique ont été investies dans le nucléaire, et avec des quantités de milliards absolument impressionnantes. Donc c'est en ce sens-là que moi ce qui m'intéresse en tant que politiste, c'est à la fois les acteurs et le cadre institutionnel dans lequel opèrent ces acteurs. Et c'est ce qui va conditionner effectivement un certain nombre de choses. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir pour effectivement faire évoluer les situations, et l'ampleur de la tâche est effectivement énorme. Mais est-ce que le pouvoir politique se préoccupe de ces questions-là? C'est vrai que notre réaction parfois à tous, c'est de se dire qu'on est face à des grands choix, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique en tout cas. Alors, là aussi ça dépend de ce qu'on appelle le pouvoir politique. Moi là aussi en tant que politiste, ça fait partie des notions que je préfère éviter. Enfin, voilà, moi je préfère repérer des acteurs. Donc si on considère que le pouvoir politique c'est le gouvernement, ou les acteurs gouvernementaux, donc ministères, cabinets, etc., effectivement dans les récents gouvernements, la préoccupation était relativement marginale. Après, ce ne sont pas les seuls acteurs qui peuvent influer sur l'évolution d'une société. Donc une partie des travaux jusqu'à présent a beaucoup porté sur ce que j'ai appelé, à très gros traits, la transition écologique par le haut. Effectivement, l'essentiel de ce qui s'est fait jusqu'à présent, ça a été une série d'initiatives que des acteurs politiques nationaux, internationaux ont essayé de pousser. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Copenhague a été un flop. Les différents sommets mondiaux du style Rio, Johannesburg, Rio plus 20 sont également des... Pour le dire de manière très brutale, c'est de la pardonne, ça discute, c'est du discours, ça n'enraye pas sur grand-chose. Il y aurait une autre manière d'envisager cette transition écologique, qui est le sujet sur lequel je réfléchis actuellement, qui est ce qu'on peut appeler une transition écologique par le bas. Et moi je vois toute une série d'acteurs qui se disent, à la limite, ne nous préoccupons pas de ce que font les gouvernements, et faisons nous-mêmes des initiatives qui nous paraissent intéressantes. Alors c'est pas la version écoterroriste, c'est une version un peu plus pacifique, mais qui essaie de développer des initiatives qui peuvent... Alors là aussi ça supposerait qu'elles s'agrègent en quantité assez massive, mais qui essaie d'envisager des formes de réaction un peu plus basistes, populaires, communautaires.